quarantaine. La plupart sont célibataires, peu scolarisés, sans emploi. 3 entretiens pour chaque participant à intervalle de 3 mois ont été conduits. Ensuite, ma deuxième source pour cette présentation aujourd'hui, c'est mon expérience d'intervenant à la communauté thérapeutique La Chrysalide à Montréal, au Québec. Communauté thérapeutique où je travaille depuis 2008, notamment avec Élise ici. On anime ensemble le souper communautaire. Et puis, donc, actuellement, à la communauté thérapeutique, on a 3 hommes et une femme qui y résident. Une durée de résidence 3 à 8 ans à peu près pour ceux qui sont là actuellement. Alors, mes observations vont porter sur eux, mais aussi sur d'autres résidents qu'on a eu par le passé à la ressource. Donc, je vais vous donner quelques exemples aussi tirés de l'intervention à la Chrysalide, des observations qui rejoignent l'étude qui a été faite auprès des adultes en post-hospitalisation. Pour les exemples de la Chrysalide, on va participer ensemble à les élaborer pour vous les présenter. Donc, par souci de clarté, concision, lorsque je vais faire référence à l'étude des adultes en post-hospitalisation, je vais juste désigner avec l'acronyme APPH. Et lorsque je vais parler de la Chrysalide, la communauté thérapeutique La Chrysalide, je vais juste parler de la Chrysalide comme ça, qu'on s'y retrouve. Donc, mon propos va porter sur les impacts, le propos de Élise davantage sur les stratégies d'adaptation déployées par les résidents, mais comme on va le voir, et les participants, mais comme on va le voir, la ligne, elle n'est pas si nette entre les deux. Alors, juste vous présenter le cadre théorique à la base de l'analyse pour l'étude auprès des adultes en post-hospitalisation, APPH. Ce cadre-là s'inscrit dans le courant des modèles vulnérabilité-stress avec une emphase particulière sur le modèle de la triade élaboré par Birchwood et son équipe. D'après ces chercheurs, il existe une relation positive entre la sévérité des idéations suicidaires et la sévérité des sentiments de piège, de perte et d'humiliation associés au fait d'avoir vécu un épisode psychotique. Les questions posées, afin de recueillir les propos des participants à PPH, je vais vous les lire, elles sont quand même assez courtes. Pour ce qui est du piège, ce qu'on demandait aux participants, croyez-vous que cet événement constituera un obstacle insurmontable pour vous et que vous ne pourrez pas vous en remettre mentalement et socialement? Pour ce qui est de la perte, croyez-vous que cet événement pourrait vous empêcher de retrouver une situation semblable à celle que vous aviez avant sa survenue? Nous voulons savoir si vous estimez que votre situation actuelle est semblable à cet événement, inférieur ou supérieur. Et finalement, pour l'humiliation, croyez-vous que cet événement changera la perception des gens de votre entourage à votre égard? Pensez-vous que vous vous sentirez heureux d'avoir vécu un tel événement? Bon. Ça, c'était les questions posées pour les entrevues. Donc, un de nos objectifs, connaître l'évaluation, perte, piège, humiliation. C'est un projet que nous avons repris, donc ce n'est pas nous qui avons fait les entrevues. Alors, on a dû se familiariser avec les entrevues. On en est venu à la même conclusion, Élise et moi, à entendre les entrevues et à les lire. Notre constat, c'était de voir le fait d'arrimage entre les réponses données par les participants et les questions. Donc, on a dû négocier avec ce fait d'arrimage-là pour penser à une certaine façon d'analyser les contenus. On en est venu à une proposition, une grille d'analyse à 2 niveaux. Le premier est celui des contenus organisés. L'autre niveau, les contenus flottants. Plus précisément, les contenus organisés sont repérables lorsque le participant répond aux questions posées, donne un sens à ce qu'il vit, établit un lien entre ce qui génère de la souffrance et ce qui l'apaise. Dit autrement, c'est la part du sujet qui est mobilisable pour le coping, la partie qui rationalise, qui fait des liens, qui fait preuve d'esprit critique. Donc, le moi parvient à jouer son rôle d'organisateur du réel. Quant au contenu flottant, ceux-ci correspondent aux éléments déliés, désarticulés du discours. Ça renvoie aussi à la désaffiliation par rapport aux questions qui sont posées. C'est la part du sujet qui a de la misère à organiser le réel,
à concilier et intégrer les contradictions du monde intérieur. Donc, afin de bien distinguer ces niveaux-là, je vais vous donner quelques exemples pour vous donner vraiment juste un aperçu. Évidemment, je vais les reprendre verbatim, les exemples. Je suis conscient que ce n'est pas toujours évident à bien décoder. Je vais tenter de ne pas trop prendre l'accent, disons ça comme ça. Un premier exemple qui fait référence aux pertes de la maladie. Donc, je vous cite le propos d'un participant. Alors, je perds de l'énergie à force de fumer mes cigarettes. Je perds de l'énergie, je ne cours pas assez. Je ne suis plus comme avant. Avant, j'étais sportif, je ne sais pas. Donc, l'intervenant, donc, ce qui est difficile, c'est de ne plus avoir l'énergie pour être sportif comme avant. C'est ça. Parce que je ne peux pas rien faire aussi. C'est moi qui ai le même. Il n'y a rien qui m'intéresse. Je suis assis dans mon petit 1,5, puis je fume. Je fume, jusqu'à ce que l'heure passe. Jusqu'à temps que le soleil baisse. Donc, dans cet extrait-là, le participant rapporte des symptômes négatifs de la maladie, reconnaît des pertes qui ont un impact sur sa vie. Perte de temps, d'énergie, de motivation. Chez d'autres intervenants, d'autres participants, ce qu'on voit, c'est une prédominance de contenu flottant. Alors là, comme je vous disais tantôt, c'est plus des contenus désarticulés où l'esprit critique n'est pas présent. Alors, la question posée, pourquoi les gens posaient des micros chez vous? Parce qu'ils ont fait des faits vécus avec moi. J'ai une couple de films là-dessus. Il y a des films qui ont été faits sur vous. Oui, c'est pour ça que j'ai des sous. Puis vous ne saviez pas qu'on faisait des films sur vous? Non, je savais, on m'avait averti. J'avais des retombées économiques. J'ai envoyé ça chez ma mère. Je me suis dit, ma mère va me le redonner. Mais elle m'a juste redonné mon courrier. C'est rendu grave. Là. Donc, la participante ici rapporte une perte économique. À ces faits, on a profité d'elle. Mais évidemment, c'est un scénario qui est délirant. Il n'y a pas d'autocritique. C'est un discours qui se situe dans la maladie et non pas à côté de la maladie. Alors, d'une certaine façon, bien que dans une certaine perspective, les contenus flottants peuvent refléter une certaine emprise de la maladie sur le sujet, ce sujet-là, ne semble pas nécessairement en faire l'expérience de l'emprise de la maladie. En fait, il importe de préciser que la participante, dont il vient d'être question, bien que visiblement très habitée par ce qu'elle vit, nous révèle une autre réalité. Par exemple, elle nous apprend au cours de l'entrevue que sa mère est la fille d'Adolf Hitler et qu'elle a tenté d'abuser d'elle. Son discours comporte des incohérences et cette participante-là tend à se présenter comme une victime d'un entourage abusif, malveillant. Mais quand même, ce qui transcende son discours, ce qui transcende les entrevues, c'est que quand même, elle n'est pas démunie. Elle n'est pas si mal prise. Elle se sent capable de faire des démarches, de se mobiliser, de se défendre. Elle n'exprime pas une grande détresse. Elle se dit mal prise, elle se dit victime, mais aussi elle parle d'elle comme étant capable de faire face aux événements. Et ça, c'est une composante quand même qui est très importante. Je vais revenir un peu plus tard, mettre ça en lien avec un autre exemple. Du côté donc des contenus organisés, bien qu'il soit le signe d'un moi qui est capable de donner forme au réel, ce qu'on voit aussi à travers les entrevues, c'est des difficultés assez importantes chez les sujets. C'est-à-dire ceux qui se sont montrés comme étant quand même assez critiques face à ce qu'ils étaient en train de vivre, qui sont assez critiques par rapport aux pertes, étaient aussi quand même très déprimés, très mal pris. C'est l'exemple d'un participant, par exemple, qui s'est senti humilié par le fait d'avoir été hospitalisé, humilié par le fait d'avoir été placé en isolement, humilié par le fait d'avoir pris une médication psychiatrique. Alors, ça, le fait d'être conscient de cette humiliation-là, c'était associé à un sentiment de honte assez aigu. Et au moment de l'étude, ce participant-là faisait partie des participants donc suicidaires, inquiétants. Alors, le fait d'être du côté des contenus organisés, des contenus flottants, ce n'est pas d'emblée
du côté des contenus organisés, ce n'est pas signe que les choses vont bien dans le monde du sujet. Bon, ça prendrait plusieurs observations. Il faudrait que je fasse le tour de la plupart des observations faites au cours de l'analyse pour bien étayer le propos que je viens d'avoir par rapport à tout ça. Je n'ai pas le temps de le faire, mais je vais sauter tout de suite à ce qui se passe du côté des résidents de la chrysalide, donc à la communauté thérapeutique, parce qu'on retrouve aussi chez eux, même si on n'a pas fait d'études formelles auprès d'eux, on retrouve la perte, le piège, l'humiliation de différentes manières. Alors, juste vous présenter ces exemples-là. On avait une panoplie, là, mais j'essayais de prendre ceux qui parlaient le plus. Disons. Alors, dans un premier cas, pour revenir au sentiment de piège, une participante, j'essaie d'être de bien délimiter l'étude, et puis la communauté thérapeutique, je ne parle pas de participants, je parle vraiment de résidents de la chrysalide. On a une de nos résidentes qui est en démarche de retour aux études depuis déjà un bon bout de temps. Son objectif, c'est de travailler, c'est de subvenir à ses propres besoins. C'est une résidente qui est très mobilisée et très motivée. En même temps, elle est consciente de sa maladie, elle est consciente de ses difficultés, elle est consciente aussi du stigma social associé au fait d'avoir un diagnostic. Donc, elle a le diagnostic en santé mentale, elle sait qu'elle est schizophrène, qu'elle prend une médication et elle fait tout ce qu'elle peut pour le cacher, pour pas que ça se sache là où elle suit sa formation. Elle pourrait avoir un accommodement là où elle est, là où elle suit sa formation, mais elle ne veut surtout pas en demander pour pas que son diagnostic paraisse, pour ne pas qu'on sache qu'elle est souffrante. Éventuellement,